Bonjour à tous, je suis Virginie Mazza, je dirige le pôle digital du groupe M2I Formation. Je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui. Comme pour des millions de téléspectateurs, je pense que les Jeux de cet été ont réveillé notre conscience sur l'inclusion et donc je suis très heureuse de pouvoir partager aujourd'hui avec vous ce sujet de l'accessibilité numérique. Pour ce faire, nous avons fait appel à Jérémy, voilà, qui est notre expert et qui anime de nombreuses formations sur ces sujets de l'accessibilité numérique chez M2I Formation. Avant de lui laisser la parole, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter M2I Formation, car je pense que certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Parce que la formation fait du capital humain le cœur de la réussite entrepreneuriale de nos clients, nous les accompagnons dans une démarche globale grâce à une offre à 360 degrés conçue autour de 4 piliers majeurs. Innover, pour concevoir des expériences et des parcours pédagogiques efficaces, permettre une expérience client réussie pour booster l'interaction et le progrès. Stimuler, c'est anticiper les tendances technologiques et managériales pour proposer une offre capable de libérer votre potentiel et d'exprimer vos talents. Nous voulons performer, accompagner les entreprises et les individus, co-construire les projets de formation et tirer le meilleur parti des leviers de financement disponibles. Et s'accomplir, se former tout au long de sa vie, enrichir et faire évoluer ses connaissances, se donner toutes les chances d'atteindre son but pour un avenir brillant. Notre spécificité, nous avons 35 centres aujourd'hui qui sont répartis sur le territoire national et vous l'aurez compris, ces 35 centres dispensent de la formation dans 4 univers, l'IT, le digital, le management et les soft skills. Rapidement en chiffres, M2I Formation, c'est environ 2800 modules de formation qui nous permettent d'accueillir pas loin de 100 000 apprenants par an, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Aujourd'hui, le groupe va au-delà de la seule formation professionnelle en vous proposant des formations longues, certifiantes et qualifiantes, et nous sommes également présents sur le marché de l'alternance au travers de la marque 2i Academy. Bien évidemment, une partie de notre offre est aujourd'hui disponible sur mon compte formation pour profiter de financement CPF. Nous existons depuis 1985 et avons pu créer des relations de confiance avec un grand nombre d'OPCO. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de vous proposer un panel large de sessions conventionnées. Depuis 2022, nos 35 centres sont certifiés Calliope. On en parlait à l'instant avec Jérémy sur cette notion de Calliope. Voilà, donc la qualité reste un engagement fort chez nous. Outre Calliope, nos 35 centres sont donc certifiés et classés incontournables par l'éditeur Leaders League. Voilà, c'était une présentation très rapide, je m'y étais engagée. Je vais laisser la parole à Jérémy. De notre côté, Thomas, qui est à la technique, et moi seront vos relais de questions. Voilà, je vous propose de les partager avec Jérémy tout au long de la présentation en fin de chapitre et on se retrouve dans 1 heure. Jérémy, je te laisse la parole. Merci beaucoup Virginie et merci à tous d'être venus si nombreux pour ce webinaire que je considère comme très important sur ce sujet de l'accessibilité numérique qui me touche particulièrement et pour lequel justement j'ai créé l'entreprise Ethic First qui est vraiment du coup spécialisée en accessibilité numérique. On accompagne au quotidien des acteurs à la fois du secteur public mais aussi des grands groupes privés dans la mise en conformité de leur patrimoine numérique, donc aussi bien de sites web que d'applications mobiles pour faire en sorte justement, comme l'indiquait Virginie, avoir une inclusion pour toutes et pour tous, et notamment les personnes en situation de handicap. On en parle beaucoup depuis les JO. J'espère que cette dynamique va se poursuivre et qu'on aura vraiment le déclic, puisque quand on parle d'inclusion, ça passe aussi par évidemment l'accès au numérique. Donc aujourd'hui, je vous propose de commencer par une définition de qu'est-ce que l'accessibilité numérique. On va commencer par là. L'accessibilité numérique, alors des fois vous verrez peut-être sur internet cet acronyme A11Y. Alors pourquoi A11Y? Ça paraît un peu bizarre, tout simplement puisque accessibilité en anglais ça se dit accessibility, ça commence par un A, ça finit par un Y et entre les deux il y a 11 lettres, très ingénieux. Voilà, donc l'acronyme A11Y, vous savez qu'on parlera d'accessibilité numérique et en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à rendre les contenus et les services numériques accessibles aux personnes en situation de handicap.
Et quand on parle d'accessibilité numérique, on va parler de 4 grands piliers qui vont vraiment définir ce sujet: perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. Pourquoi perceptible? Puisqu'on a besoin que l'information elle puisse être perceptible par toutes et par tous, peu importe le handicap. Donc on va avoir des perceptions visuelles ou des perceptions auditives selon le handicap qu'on va avoir. Utilisable, puisque nous on utilise un ordinateur comme avec un clavier, une souris, on voit notre écran, sauf qu'il va y avoir des utilisateurs qui, du fait de leur handicap, vont avoir des modes d'utilisation qui sont un peu différents, par exemple qui ne vont pas pouvoir utiliser la souris, qui ne vont pas voir l'écran. Et donc c'est important que ces services numériques soient utilisables par tous, mais aussi compréhensibles. Si je suis non-voyant, je ne vois pas l'écran, et donc je vais avoir une restitution vocale de l'information, et il faut que cette information soit pleinement compréhensible. Et enfin robuste, puisque c'est très important, des personnes en situation de handicap utilisent ce qu'on appelle des technologies d'assistance. On verra un peu plus tout à l'heure en détail ce sujet. Et c'est important que ces technologies d'assistance soient parfaitement robustes dans le temps, puisqu'on parle aussi beaucoup de durabilité, d'éco-conception, de numérique responsable. Et les technologies, on le sait, dans le numérique, elles évoluent énormément. Elles évoluent très très vite. Et donc, c'est important que on ait cette notion de robustesse dans le temps pour garantir l'accessibilité à tous les utilisateurs. Quand on parle de handicap en France, pour donner un peu des chiffres et des ordres de grandeur, il faut savoir qu'en France, on a 12 millions de personnes en situation de handicap. C'est un chiffre qui est assez méconnu. On l'a beaucoup évoqué justement pendant ces Jeux paralympiques. Mais il faut savoir qu'il y a aussi entre 80 et 85% des handicaps qui sont invisibles. Alors, il faut prendre ce chiffre avec un peu de recul. On n'a pas d'études particulières qui nous donnent ce chiffre, mais c'est des chiffres qui sont en tout cas communiqués par le gouvernement, puisque évidemment, il y a beaucoup de handicaps qu'on ne voit pas. Si je suis daltonien, si je suis malentendant, si j'ai par exemple un glaucome et donc j'ai un problème au niveau de la vue, tous ces handicaps-là ne se voient pas, même si en effet culturellement en France, quand on va parler de handicap, on va beaucoup imaginer naturellement une personne à mobilité réduite dans un fauteuil roulant. Et puis il y a des handicaps qui sont principalement impactés dans l'usage du numérique. Au quotidien, on a tous un smartphone, on utilise tous un ordinateur et donc on est face à des écrans. Mais en France, on a quand même 200 000 personnes qui sont aveugles, qui sont non-voyantes et qui sont donc particulièrement impactées dans l'usage du numérique. Et aussi des personnes qui sont malvoyantes. Et donc là, ça va regrouper une variété de types de handicap. Ces personnes-là représentent 1,5 million d'utilisateurs. Donc il faut se rendre compte vraiment du panel d'utilisateurs et de l'audience qui, aujourd'hui, est très souvent malheureusement exclue de l'accès au numérique. Et on le sait, en plus, ces limitations fonctionnelles, elles vont s'aggraver chez les personnes seniors avec l'âge, puisqu'on le sait, avec l'âge, malheureusement, on a des fois des pertes d'audition, des pertes de la vision, des pertes de motricité et de dextérité, qui font que ces personnes-là vont avoir en plus encore plus de mal d'accéder au numérique. Et notamment, la Commission européenne a effectué une étude, et cette étude, elle révèle que si on rendait tous les services en ligne accessibles à tout le monde, ça profiterait à environ un adulte européen sur 4, soit environ 87 millions de personnes. Donc là, je pense que vous vous rendez compte de l'enjeu de l'accessibilité numérique. Tout à l'heure, je disais, quand on parle de handicap, on imagine souvent des personnes à mobilité réduite. Et de plus en plus, je pense que vous en êtes rendu compte, on parle de moins en moins de personnes handicapées et de plus en plus de personnes en situation de handicap. Alors évidemment, on a le droit de dire les deux, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais pourquoi on a introduit cette notion de situation de handicap? Puisqu'en fait, le handicap, il ne définit pas seulement une personne. La situation de handicap, en fait, elle vient du fait qu'on a un environnement qui n'est pas adapté aux besoins. Imaginez ici, sur cette photo, une personne dans son fauteuil roulant qui a du coup perdu l'usage de ses jambes suite par exemple à un accident. On la met face à un escalier. Évidemment, vous vous rendez compte que là, l'environnement physique, il n'est pas adapté à l'utilisateur, il ne pourra pas aller à l'étage. Comment on fait pour combler cette problématique? Tout simplement, on va adapter l'environnement en mettant en place un ascenseur. On peut aussi mettre en place des rampes. Vous voyez, en fait, on va adapter l'environnement pour compenser, pour contourner le handicap de l'utilisateur. Et c'est exactement ce qu'on veut faire aussi dans le numérique. Dans le numérique, on a des utilisateurs qui ont des besoins spécifiques, qui sont confrontés à des usages sur Internet. Et malheureusement, les sites Internet, les applications mobiles et tous les services numériques au global ne sont pas accessibles. Et c'est tout l'enjeu de l'accessibilité numérique,
c'est justement d'adapter et de rendre conformes ces services numériques pour compenser et contourner le handicap des utilisateurs et s'assurer qu'ils puissent accéder à la formation comme n'importe qui. Donc justement, on va faire un peu un focus sur les différents types de handicap qui sont impactés dans l'usage du web. On a vraiment 4 grandes familles de déficiences qui sont impactées dans l'usage du web. Le handicap moteur, le handicap visuel, le handicap cognitif et le handicap auditif. Alors ici, on fait le distinguo entre ce qu'on appelle le handicap cognitif et le handicap mental. Souvent, il y a une confusion, une méconnaissance sur ce sujet-là. Le handicap mental, il faut savoir que c'est une perte ou une absence de capacité intellectuelle. Là où le handicap cognitif, il n'y a pas de perte ou d'absence de capacité intellectuelle, mais ça va plutôt être une difficulté à mobiliser ses capacités intellectuelles. Par exemple, les personnes qui sont dyslexiques souffrent de handicap cognitif, mais pour autant, elles n'ont pas de perte ou d'absence de capacité intellectuelle. Donc c'est pour ça qu'on va lister ici le handicap cognitif. On fera juste après un focus sur chaque type de handicap. Et il faut juste aussi comprendre une notion qui est extrêmement importante, c'est la notion de handicap permanent, temporaire ou situationnel. Il y a des personnes qui, dès la naissance, se retrouvent en situation de handicap et qui sont face à un handicap qui sont permanents. On peut aussi avoir dans la vie un accident, une maladie qui font que demain, on se retrouvera en situation de handicap permanent. Mais on peut aussi avoir des maladies ou un accident, demain je vais au ski, je vais me casser le bras droit, qui font que je vais me retrouver en situation de handicap temporaire. Donc finalement, tout le monde, à un moment de sa vie, peut être confronté au handicap. Et c'est pour ça que c'est très important que le digital demain soit accessible à tout le monde. Et puis, on a aussi des maladies qui évoluent. On peut avoir des polyhandicaps, donc on peut avoir plusieurs handicaps qui vont se cumuler entre eux. Et donc, on se rend compte que quand on a 12 millions de personnes en situation de handicap, finalement, on va avoir des profils et des situations qui sont extrêmement variées, extrêmement diverses. Et c'est aussi tout l'enjeu de l'accessibilité numérique, c'est de répondre à l'intégralité des besoins des utilisateurs. Alors bien sûr, on ne pourra jamais garantir une expérience optimale pour tous, c'est quasiment impossible, mais l'idée c'est au moins de lever les points de blocage et de permettre à tout le monde d'accéder à l'information. Donc si on fait maintenant un premier focus sur la déficience visuelle, donc le handicap visuel, ça va concerner à la fois les personnes qui sont non-voyantes, donc aveugles, et les personnes qui sont malvoyantes. Il faut savoir que ces utilisateurs vont avoir des modes d'utilisation du numérique qui sont extrêmement différents. Une personne qui est non-voyante, elle ne voit pas l'écran. Et vous le savez, la souris, quand on l'utilise, finalement, c'est nos yeux qui suivent un pointeur sur l'écran. Si je n'ai pas la vision, du coup, je ne peux pas utiliser la souris puisque je ne sais pas sur quoi je vais pouvoir cliquer. Donc, on va ici avoir un usage qui est très spécifique. On va utiliser exclusivement le clavier pour pouvoir naviguer dans les services numériques, notamment la touche tabulation. On va s'assurer qu'en naviguant avec la touche tabulation, et puis d'autres touches, les touches directionnelles, la touche espace, on peut bien accéder à l'intégralité des liens et effectuer toutes les interactions possibles qu'il y a sur un site internet. Une personne qui est non-voyante, comme elle ne voit pas l'écran, elle a besoin d'une technologie d'assistance qu'on appelle un lecteur d'écran. Ça va être un petit logiciel qu'on va installer sur le PC et qui va venir restituer de façon vocale l'intégralité de l'information. Il faut bien s'imaginer que nous, en fait, on lit très très vite sur Internet, et donc ces personnes vont avoir une voix qui va leur lire l'intégralité de l'information. Ces lecteurs d'écran, soit on les installe sur un PC, soit ils sont nativement présents, et dans vos smartphones, qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un téléphone Android, on a des lecteurs d'écran qui sont nativement intégrés dans vos téléphones, vous le savez peut-être pas, mais vous avez un paramétrage accessibilité sur votre téléphone, et vous pouvez activer soit un lecteur d'écran qui s'appelle VoiceOver sur tous les produits Apple, soit un lecteur d'écran qui s'appelle TalkBack sur les téléphones Android. Alors attention, si vous souhaitez le tester sur votre téléphone, sachez qu'après ça va changer toute la configuration de votre téléphone et du tactile, donc vous risquez d'être bloqué. Mais en tout cas, voilà, sachez que toutes ces technologies d'assistance, elles sont de plus en plus intégrées dans les nouveaux matériels informatiques. Mais bien sûr, ces technologies d'assistance, elles ne font pas le miracle. Il faut, et ça c'est nécessaire, c'est un vrai travail aussi de contribution, de développement, de design, penser à beaucoup de choses qui peuvent être des freins à l'accessibilité pour les personnes qui souffrent de déficience visuelle. Par exemple, des images qui sont porteuses d'informations, imaginons des infographies sur un site internet, si elle n'a pas d'alternative textuelle, le lecteur d'écran ne va pas pouvoir interpréter l'image. Le lecteur d'écran, il va s'appuyer sur l'alternative, la description qui va être fournie pour l'image. Et ça va être pareil pour les médias, par exemple les médias vidéo. Aussi, ce qu'on va
le point sur lequel on va faire particulièrement attention, ce sont les contrastes de couleurs. On voit trop souvent encore des contrastes de couleurs qui sont beaucoup trop faibles sur les téléphones, sur les sites internet. Et donc là, on a des personnes qui sont malvoyantes et qui peuvent être confrontées à un problème tout simplement de vue et qui ne verront pas l'information. Ça peut être particulièrement important, par exemple, sur un site e-commerce, sur un bouton ajouter au panier. Des fois, on voit des écritures blanches sur fond jaune, des fonds jaunes clairs. Et ça, c'est très compliqué à rendre perceptible pour tous les utilisateurs. Et puis, on a aussi des utilisateurs qui sont malvoyants, des personnes tout simplement un peu plus âgées, qui ont besoin de zoomer sur l'écran pour avoir le texte qui est plus gros, ou par exemple dans le téléphone, dans les réglages, d'avoir des tailles de caractères qui sont plus importantes que d'autres. Donc ça, c'est des tests qu'on va effectuer aussi quand on fait de l'accessibilité, s'assurer que le site internet, il reste parfaitement compréhensible, parfaitement lisible, avec un zoom plus important que les zooms que pourrait avoir n'importe quel utilisateur qui ne souffre pas de déficience visuelle. Donc vous voyez ici, je vous donne quelques petites simulations. Alors évidemment, ça ne reste que des simulations, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde voit la même chose, mais sur différentes déficiences visuelles pour vous rendre compte un peu l'impact que ça peut avoir. Donc vous voyez ici, par exemple, une capture d'écran d'un site qui serait vu, par exemple, par une personne qui souffre de cataracte. Et on le sait, la cataracte, c'est quelque chose qui est assez commun chez les personnes âgées, alors maintenant qui s'opère quand même très très bien en ambulatoire, et tant mieux. Mais la cataracte, finalement, ça va provoquer cette espèce de voile et qui va derrière provoquer une vision un peu floue de l'écran. Et donc là, on voit que notamment sur les contrastes de couleurs, il peut y avoir des impacts majeurs. Vous avez par exemple ici sur la gauche ce qu'on appelle la DMLA. La DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une maladie qui va entraîner, vous voyez, cette tache centrale au niveau de la vue et qui du coup peut impacter fortement l'usage du web. Vous avez aussi à droite le glaucome qui va vraiment entraîner, vous voyez, sur sa partie périphérique de la vision, ce voile noir et ce flou. Et le glaucome, en plus, il n'est pas traité, on le sait, il peut mener à la cécité totale, par exemple. Vous avez d'autres types de déficiences visuelles, par exemple, vous voyez la photophobie, l'hémianopsie ou la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique, ça peut être une conséquence, par exemple, d'un diabète qui a mal été traité. Et donc, vous voyez, ça va provoquer ces taches noires qui vont être parsemées au niveau du champ visuel. Donc là, pareil, en termes d'impact utilisateur, c'est particulièrement bloquant. Et puis évidemment, je cite pas ici les personnes, par exemple, qui ne peuvent pas distinguer correctement les couleurs, qui ne vont pas avoir de bleu, pas avoir de vert, de rouge, ou qui, par exemple, vont souffrir d'achromatopsie. L'achromatopsie, c'est le fait de ne percevoir aucune couleur, et finalement, on va voir les sites internet en nuances de gris. Donc il y a vraiment beaucoup de types de déficiences visuelles qui vont impacter l'usage du web. Faisons maintenant un petit focus sur la déficience auditive. Là aussi, évidemment, il faut comprendre qu'il y a différents degrés dans la déficience auditive. On a des personnes qui sont malentendantes et des personnes qui sont totalement sourdes. Et donc là, évidemment, il y a un frein majeur sur tout ce qui est média, à la fois audio et vidéo. Ce sont les principaux freins à l'accessibilité. Si vous êtes face à une vidéo qui n'est pas sous-titrée, évidemment, une personne qui est sourde, elle a une perte totale de l'information, ce qui est particulièrement problématique. Pour les podcasts audio, là c'est pareil, impossible de consulter et d'écouter son podcast si on est sourd et ou malentendant. Et donc là, il y a une solution importante, c'est la transcription textuelle. C'est quoi la transcription textuelle? C'est tout simplement un texte descriptif qu'on va venir accoler au podcast audio, par exemple, et qui va reprendre l'intégralité de l'information. Comme ça, la personne, elle pourra lire le texte et ça viendra compenser le fait qu'elle ne peut pas écouter le podcast audio. Petit point important, on parle de sous-titres, de transcription textuelle, je pense que vous le voyez de plus en plus, aussi bien sur le web que sur vos téléphones. On a de plus en plus du sous-titrage automatique, de la transcription automatique, par exemple, de messages vocaux qu'on peut envoyer sur notre téléphone. Attention, même si la technologie, elle progresse à vitesse grand V et qu'on a maintenant l'IA qui a intégré notre quotidien très très rapidement, malheureusement, tout ce qui est automatique n'est pas fiable à 100%. On a encore beaucoup de problèmes, par exemple, sur des anglicismes, sur des acronymes, ou même des fois des éléments en français qui sont très mal interprétés. Alors ça, il faut quand même pas exclure l'IA, ça peut avoir des effets bénéfiques, ça va pouvoir vous alléger la charge de travail, hein, ça va pouvoir fournir une première matière, mais c'est très important de comprendre qu'il faut dans tous les cas repasser derrière et s'assurer que c'est bien conforme à ce qui a été dit, à la fois dans la vidéo, à la fois dans le podcast, et il va bien falloir souvent venir corriger à la marge les erreurs qu'on pourrait trouver dans la transcription ou dans le sous-titrage automatique. Ça, c'est vraiment un point qui est très important. Sinon, on pourrait avoir du coup des défauts de compréhension
pour l'utilisateur qui pourrait ne pas comprendre l'information essentielle qui est indiquée dans le média. Petit focus maintenant sur la déficience cognitive, dont tout à l'heure j'en ai parlé, ça concerne notamment les troubles 10, les personnes aussi qui souffrent de troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Et donc là, par exemple, sur des sites internet, notamment des sites e-commerce, on le voit souvent, et vous devez le voir souvent, je pense, ces fameux bandeaux promotionnels qui sont assez gros, avec beaucoup de couleurs généralement un peu flashy, d'ailleurs qui ne respectent pas les contrastes de couleurs au passage, avec souvent ces défilements automatiques. On nous abreuve de promotions à longueur de journée sur les sites. Et là, on a un vrai problème pour des personnes qui souffrent de déficience cognitive. Si je souffre d'un trouble, par exemple, de l'attention, de la concentration, ces bandeaux qui défilent de façon automatique peuvent perturber énormément l'utilisateur dans sa compréhension. Et si la personne, elle, par exemple, elle souffre aussi de dyslexie, elle va avoir besoin de plus de temps que les autres pour pouvoir comprendre l'information, la déchiffrer et pouvoir la lire. Donc, imaginez-vous un gros bandeau promo qui souvent contient beaucoup d'informations. On commence à le lire, on n'arrive pas à aller au bout. Derrière, il y a un défilement automatique, c'est extrêmement frustrant, il faut attendre que ça revienne, alors il faut revenir en arrière. Pour ça, il y a un élément qui est très simple. Il suffit d'arrêter le défilement automatique et de laisser à l'utilisateur le choix d'effectuer ses propres actions, ses propres réglages. Ou alors, si on aime vraiment le défilement automatique et qu'on ne veut pas l'enlever, tout simplement, il suffit de mettre en place un petit bouton qui permettrait de mettre en pause le défilement et ensuite de réactiver le défilement quand on a fini de lire l'information. C'est vraiment cette idée que l'utilisateur, il doit être maître de ses usages sur le web, c'est très important. Il y a quelques années, je me rappelle que on voyait beaucoup des vidéos YouTube qui se lançaient automatiquement. C'était insupportable et c'était insupportable pour tout le monde. Et donc en fait, on se rend compte que quand on va faire de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, finalement, ça va vraiment profiter à tout le monde et on va vraiment améliorer l'expérience utilisateur pour tous. Et on va tendre vers ce qu'on appelle une accessibilité universelle. C'est vraiment l'objectif. Concernant maintenant la déficience motrice, là pareil, on va avoir des situations qui sont extrêmement variées. On va avoir par exemple des gens qui souffrent d'amputation, de malformations par exemple à la naissance, de tremblements qui peuvent être par exemple provoqués par une maladie comme la maladie de Parkinson. On peut avoir des pertes de motricité, des pertes de dextérité. Bref, vous voyez là encore des situations qui sont très variées et des usages qui sont extrêmement différents. Des gens qui vont pouvoir utiliser une souris, mais d'autres non parce qu'ils n'ont pas assez de force dans les doigts. Des personnes qui vont du coup devoir utiliser exclusivement le clavier. Des personnes qui vont devoir utiliser des claviers qui sont adaptés avec des formes particulières dues à des malformations au niveau des mains. Des personnes qui vont devoir utiliser des dispositifs plutôt tactiles avec des systèmes de boutons sur lesquels ils vont pouvoir simuler des clics. Des systèmes de tiges comme on peut le voir sur la photo à droite. Une personne qui peut seulement bouger la tête et qui va pouvoir avec sa tige simuler des touches sur un clavier. Il y a beaucoup de modes différents, sans parler aussi par exemple de la dictée vocale pour des personnes qui ne peuvent pas écrire sur un clavier. Et donc là, notamment, il y a le cas, encore une fois, de la navigation au clavier qui peut être extrêmement bloquant si on ne peut pas accéder à l'information via le clavier. Et aussi tout ce qui est gestes complexes. On le voit de plus en plus, notamment sur les téléphones, mais aussi des fois sur des sites web, des systèmes de glisser-déposer, des systèmes de swipe. Vous savez, le swipe, c'est ce petit mouvement qu'on fait avec notre doigt sur le téléphone pour voir l'information de gauche à droite ou de droite à gauche. Il y a des personnes qui n'ont pas assez de motricité pour pouvoir faire ces gestes complexes. Et donc là, pareil, on va avoir des difficultés ou un blocage total dans l'accès à l'information. Et ce que je vous propose justement, c'est de laisser la parole aux personnes en situation de handicap. C'est une vidéo d'un de mes meilleurs amis qui souffre justement d'un handicap moteur assez lourd, qui va justement vous parler d'accessibilité numérique et qui va illustrer ce que je viens de vous expliquer d'un problème d'accès à l'information. Bonjour, je suis Maxime Guéry, entrepreneur de la Tech for Good depuis plus de 15 ans. J'ai un handicap moteur qu'on peut qualifier de fortement invalidant, pas de mobilité, très peu de motricité. Aujourd'hui, je vais vous présenter les sujets de l'accessibilité numérique et les problèmes que je rencontre au quotidien. Vous, au quotidien, vous utilisez une souris, un clavier, un smartphone. Moi, je ne peux pas. Avec ma mobilité, ma force est extrêmement réduite, je suis en incapacité de me servir d'une souris traditionnelle, d'un clavier de 30 cm de large, ou même d'appuyer, de bouger le doigt sur mon smartphone. J'ai plusieurs équipements qui me permettent d'adapter mon propre quotidien pour réussir à compenser les difficultés. Par exemple, j'ai sur mon fauteuil roulant électrique une souris Bluetooth qui me permet via le joystick de mon fauteuil de contrôler mon téléphone via un curseur qui s'affiche à l'écran. J'ai sur mon PC fixe
une souris physique que nous avons démontée entièrement avec mon épouse ergothérapeute et qu'on a adaptée en créant une petite lamelle qui me permet d'avoir un bras léger pour appuyer moins fort sur le cul gauche. J'ai également sur mon PC un clavier visuel, c'est-à-dire un clavier affiché à l'écran et qui me permet via le pointeur de ma souris de cliquer sur les lettres de mon choix. Et enfin, j'ai une unité vocale qui est mon meilleur ami au quotidien puisque je m'en sers pour la totalité des textes que je dois rédiger. Quand je suis installé à mon bureau et que j'ai besoin d'utiliser mon téléphone, j'ai sur mon PC un logiciel de mirroring, c'est-à-dire qu'il affiche sur l'écran du PC ce qui se passe sur mon téléphone. Et donc je peux contrôler avec ma souris informatique le contenu de mon téléphone. Mais la réalité concrète, c'est qu'aujourd'hui, le digital n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap. Qu'il s'agisse de problématiques motrices, auditives, visuelles, cognitives, toutes les personnes qui ne rentrent pas dans une norme rencontrent des problématiques. On va commencer avec une petite démo de ce qui peut me poser problème quand j'utilise un mobile. Vous allez sur Amazon, vous swipez vos résultats, vous choisissez les produits qui vous plaisent, vous achetez, c'est terminé. Pour moi, c'est un peu différent. Je vous montre. Vous voyez à l'écran ce petit cercle qui représente donc le curseur de la souris. Je clique. Je vais ensuite vouloir faire un swipe. Je ne peux pas. Je ne peux pas descendre non plus. Je ne peux rien faire. Le swipe, c'est ce qu'on appelle un geste complexe. On peut simplement compenser cette difficulté en ajoutant des flèches pour aller à droite, pour aller à gauche. On pourrait aussi trouver des solutions pour descendre dans la navigation. Plus simple encore sur les applications mobiles, les développeurs pourraient prendre en compte le module qui permet d'utiliser la souris intégrée sur Android et sur iPhone. Si ce n'est pas fait, évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors comment je fais pour acheter un produit sur Amazon? Eh bien, je ne peux pas. En tout cas, pas sur mobile. Je peux le faire éventuellement depuis le site web sur un ordinateur et non pas depuis le site web sur un smartphone. Puisqu'à nouveau, celui-ci n'est pas conçu pour les personnes comme moi et donc pas utilisable. L'accessibilité numérique fait l'objet d'obligations légales depuis 2005. Vous imaginez? 2005. Les obligations légales se sont renforcées en 2019. Elles vont continuer à s'accroître. Elles concernent à la fois les organismes publics et les structures privées. Dans un projet numérique, on n'a pas le droit d'ignorer une partie de la population. Qu'on soit designer, développeur, graphiste, chef de projet, game designer, rédacteur de contenu, producteur de vidéos, on doit prendre en compte l'accessibilité à toutes les étapes d'un projet web, d'un projet mobile, d'un projet de jeu. Ça se fait facilement, c'est réglementé, les solutions existent, on doit juste les prendre en compte et les appliquer pour tous. Voilà pour la petite vidéo illustrative qui vous permet de mieux comprendre, je pense, les usages que peuvent avoir des personnes et surtout les blocages qu'elles ont au quotidien face au numérique pour des choses très simples de la vie de tous les jours, hein, commandées sur Internet, qui peuvent du coup s'avérer être un parcours du combattant et qui doivent se retrouver la plupart du temps à demander de l'aide à un tiers aidant plutôt que de pouvoir faire l'action comme n'importe qui. On va maintenant parler plutôt des impacts et des solutions. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, les technologies d'assistance, c'est vraiment très important parce que les utilisateurs s'appuient sur ces technologies d'assistance pour pouvoir contourner ou compenser le handicap. Mais encore une fois, elles ne font pas de miracle. Demain, une personne, par exemple, qui va juste utiliser le clavier, juste ça, si le site il a été mal conçu, s'il a été mal développé, il y a peut-être des éléments, par exemple un menu déroulant qu'on n'arrive pas à ouvrir avec le clavier, il y a peut-être un bouton auquel on n'arrive pas à accéder. On n'arrive peut-être pas à cocher une case dans un formulaire de contact. On le voit trop souvent, moi je le vois sur des sites où on a un formulaire de contact. On remplit tout le formulaire, ça marche bien avec le clavier, on passe de champ en champ. Et puis à la fin, on a une case à cocher. J'accepte les mentions légales qui est un champ qui est obligatoire. Et en fait, quand on essaye d'y accéder au clavier, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à cocher la case avec le clavier. Et donc il est totalement impossible de soumettre un formulaire si ça ne fonctionne pas. Donc là encore, on va voir tout à l'heure l'importance justement de bien former l'intégralité des métiers du digital aux bonnes pratiques d'accessibilité, puisque ça passe notamment par ça. Donc justement, vous le voyez, les 3 piliers de l'accessibilité, c'est un peu ce cercle vertueux. Si demain on veut rendre un site, une application, un logiciel accessible, tout le monde a son rôle à jouer dans ce sujet-là.
ça passe dès la phase de conception d'un service numérique. Et donc, quand on parle de conception, on va parler des métiers d'UX et d'UI designer, ceux qui vont concevoir le design, les maquettes graphiques, mais aussi ceux qui vont concevoir, par exemple, les spécifications fonctionnelles, les cahiers des charges. À tous les niveaux, il y a des éléments à intégrer par rapport à l'accessibilité. Et puis, le deuxième maillon, c'est le développement. Et là, c'est souvent un maillon important de l'accessibilité. Alors, c'est pas le seul maillon, mais c'est un élément fort. Il est important que des développeurs intègrent des bonnes pratiques d'accessibilité dans la partie développement. Je sais de quoi je parle. J'ai été développeur au début de ma carrière professionnelle. J'ai fait une école d'ingénieur sur 5 ans de développement et on ne m'a jamais parlé d'accessibilité. En fait, le constat, c'est que malheureusement, en France, il y a un manque cruel de formation autour de l'accessibilité à tous les niveaux et notamment auprès des développeurs. Et donc, on le voit dans des agences web, chez les clients, chez les entreprises, dans le public, partout où il y a des développeurs, il y a un manque criant de connaissances des bonnes pratiques d'accessibilité, alors qu'il y a quand même beaucoup de matières maintenant qui existent. Il faut juste apprendre à coder autrement, mais coder autrement pour coder mieux, pour permettre à tout le monde d'accéder à l'information. Et puis, j'ai envie de dire, le maillon un peu faible de l'accessibilité, c'est souvent la contribution. La contribution parce que souvent les personnes qui contribuent sur des sites, ça peut être des directeurs de la communication, des chargés de communication, estiment à tort, mais par un manque de connaissances, que l'accessibilité, c'est un sujet qui est lié à la technique. Mais pas du tout, puisque si demain on conçoit des services numériques dans la phase de conception, dans la phase de développement, qui répondent à vraiment toutes les bonnes pratiques d'accessibilité, le contributeur demain qui va venir contribuer une vidéo, qui va devoir mettre une image sur le site, qui va contribuer du texte, à son niveau, il y a beaucoup de bonnes pratiques d'accessibilité à mettre en œuvre. Et si demain, le contributeur, il publie une vidéo qui n'est pas sous-titrée, et ben là, il va créer un problème d'accessibilité majeur qui n'est pas lié ni au design, ni au développement. Donc c'est vraiment important que tous les métiers du digital prennent bien en compte ces bonnes pratiques d'accessibilité. Et je l'ai pas indiqué aussi, mais par exemple les testeurs, il y a de plus en plus dans les chaînes justement de déploiement pour la qualité des développements et pour vérifier le fonctionnel, on a des métiers des testeurs, c'est un peu aussi des QA, qui vont faire beaucoup de tests techniques et fonctionnels. C'est aussi important que dans leur méthode de test, les testeurs intègrent des tests liés vraiment purement à l'accessibilité. Par exemple, on voit encore très peu de testeurs qui vont juste tout simplement aller vérifier que la fonctionnalité elle est totalement utilisable au clavier, ou qui vont aller vérifier que si demain je zoome sur mon écran, la fonctionnalité elle continue à fonctionner correctement. C'est des tests qui sont très simples, qu'il faut juste intégrer, qu'il faut juste connaître. C'est d'ailleurs pour ça que, et Virginie en parlera en fin de webinaire, qu'on a tout un catalogue de formation qui permet justement de répondre à tous ces enjeux de formation pour l'intégralité des métiers du digital. Donc vous l'avez compris, l'accessibilité numérique, ça se joue à tous les niveaux. C'est à la fois un processus qui est transverse et un processus qui est continu. Processus transverse, on l'a vu, hein, tout le monde est concerné dans la chaîne de valeur, dans un projet numérique, tout le monde a son rôle à jouer, les designers, développeurs, chefs de projet, contributeurs, testeurs. Mais c'est aussi un processus continu. Demain, imaginons que vous voulez créer un nouveau service numérique. Vous allez certainement penser à l'accessibilité numérique, du moins je l'espère après ce webinaire que vous penserez à l'accessibilité numérique. Et c'est bien, et il faut favoriser le fait de prendre en compte l'accessibilité numérique by design, c'est-à-dire dès la phase de conception. Il ne faut pas oublier qu'un service numérique, un site web, une application mobile, ça évolue, ça vit au quotidien, ça ne reste jamais figé. Et donc, c'est important que dans la phase de maintenance corrective, dans la phase de maintenance évolutive, dans les phases de contribution quotidienne, quand demain on va alimenter le site avec un nouveau contenu, qu'on va créer une nouvelle actualité, de bien penser l'accessibilité. Sinon, on va avoir un effet qu'on constate encore trop souvent. Des services numériques qui sont pensés pour être accessibles avec un haut niveau d'accessibilité. Et puis quand on revient 3 ans plus tard pour venir réauditer le service numérique, en fait en 3 ans, il y a eu du turnover, des nouveaux collaborateurs qui n'ont pas été formés, des évolutions sur le site qui n'ont pas été pensées pour être accessibles. Et on va voir malheureusement une dégradation du niveau d'accessibilité qu'après il faut venir récupérer et ça coûte toujours plus cher, c'est toujours plus douloureux pour tout le monde de rendre accessible un service numérique après coup plutôt que de le prévoir dès le début. D'où l'importance vraiment de la formation des acteurs du digital pour que demain, ils conçoivent ces services numériques de façon accessible. Pour ces bonnes pratiques, bien sûr, on ne les sort pas de notre chapeau, il y a des référentiels d'accessibilité qui existent. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau international, on a un consortium qui s'appelle le W3C, un consortium mondial qui a interrogé les personnes en situation de handicap, et ça date maintenant depuis plus de 20 ans, pour comprendre vraiment les enjeux, les besoins des utilisateurs. Et puis, ils ont pris tous ces besoins, ils en ont fait une synthèse
qu'ils ont regroupés sous forme de critères qui sont là vraiment pour tester l'accessibilité technique des services numériques. Donc au niveau international, on a un référentiel qui s'appelle le WCAG, les Web Content Accessibility Guidelines, qui s'applique par exemple aux États-Unis et qui s'applique d'ailleurs aussi en Europe, puisque la directive européenne s'appuie sur ce référentiel international. Et en France, on a créé un référentiel, encore c'est un abus de langage, on a créé le RGAA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui en fait est une méthode de vérification technique de la norme internationale, puisqu'une personne qui est non-voyante en France, en Italie, en Chine, aux États-Unis, évidemment, a les mêmes enjeux, a les mêmes besoins utilisateurs. Donc finalement, ce référentiel français, qui fait foi dans la réglementation française, il découle tout simplement de ce référentiel international. Et donc quand le référentiel international, il évolue, quelques années après, le temps que tout soit bien mis en ordre de marche, le référentiel français va lui aussi du coup évoluer. Donc il y a vraiment une vraie synchronicité entre les deux référentiels. En France, ce RGAA, il contient 106 critères. Ça fait beaucoup de critères à tester, tout simplement puisque vous l'avez vu, il y a beaucoup de profils, il y a beaucoup de types de handicap auxquels on doit répondre, et donc c'est pour ça qu'il y a autant de critères. Et l'objectif de ce référentiel, c'est vraiment de tester et d'aller auditer les services numériques et les sites internet pour aller évaluer leur niveau d'accessibilité et comprendre où sont situés les principaux problèmes d'accessibilité. Derrière, quand on aura fait un audit, va en découler du coup un taux d'accessibilité, c'est un pourcentage, et un niveau d'accessibilité. Vous retrouvez tous ces détails-là sur accessibilité.numérique.gouv.fr, qui est le site officiel de l'État, qui décrit à la fois les obligations légales et sur lequel vous pouvez aussi retrouver justement tous ces critères d'accessibilité. Donc c'est vraiment une expertise à part entière. On ne peut pas s'improviser demain auditeur et expert en accessibilité numérique. Et puis il y a quelques années, sont apparus les smartphones, a priori vous le savez tous, et là en fait le RGAA n'a pas été conçu pour les smartphones. Et donc du coup on a une norme européenne, la norme EN 301-549, qui a été édictée au niveau européen pour justement vérifier l'accessibilité des applications mobiles. Et le gouvernement du Luxembourg a créé le RAM, c'est beaucoup d'acronymes je sais, le référentiel d'accessibilité des applications mobiles, qui va venir justement vérifier techniquement cette norme européenne et qui va nous permettre, nous, d'aller auditer facilement des applications mobiles. Alors, dans les applications mobiles, les tests, ils se résument à 90% du temps d'aller activer le lecteur d'écran et on va aller vérifier la vocalisation et s'assurer qu'on peut accéder à l'ensemble de l'information sur une application mobile. On va aussi s'amuser à aller brancher en Bluetooth un clavier et s'assurer qu'on peut naviguer dans une application mobile avec un clavier. Passons maintenant un peu au cadre réglementaire, parce que vous l'avez vu, il y a un vrai enjeu éthique de permettre à toutes et à tous d'accéder à l'information. Il y a aussi un cadre légal qui devient de plus en plus important, et c'est un cadre auquel il faut absolument répondre. Depuis 2005, il y a une réglementation qui existe en France qui indique que l'intégralité du secteur public et les organismes délégataires d'une mission de service public doivent fournir des services numériques accessibles. Donc ça passe par le gouvernement, les ministères, mais aussi les régions, les départements, les collectivités, les villes, les villages, et puis tous les organismes publics qu'on peut connaître, France Travail, la CAF, etc., etc. Ça, c'est depuis 2005. Alors les choses, elles ont bougé, mais assez lentement. En 2019, en France, il y a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur, qui fait suite d'ailleurs à une directive européenne de 2016, pour faire en sorte qu'au niveau européen, tous les services publics soient accessibles. Et en France, on a élargi ce périmètre pour y intégrer les entreprises privées qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Donc depuis 2019, ces grands groupes privés français sont concernés par cette obligation de fournir des services et des contenus qui sont accessibles à tout le monde. Et dans cette loi, a aussi été intégré le fait que la formation continue des personnels doit intégrer l'accessibilité numérique. D'où l'enjeu, vous l'avez compris, de la formation. Les choses, elles se renforcent depuis quelques mois et elles vont se renforcer dans les mois qui viennent, puisque en 2023, le gouvernement, via une ordonnance, a chargé l'Arcom, donc vous savez, cette autorité de régulation qui déjà va réguler tout ce qui est audiovisuel, la radio et aussi Internet, pour justement aller contrôler l'accessibilité dans le périmètre que j'évoquais juste avant, et potentiellement mettre des sanctions pour des défauts d'affichage ou des défauts d'accessibilité. Donc là, on voit que vraiment les choses elles vont commencer à bouger, que c'est vrai que dans les années précédentes, même si la loi elle existait en théorie, il n'y a jamais eu vraiment de sanctions qui ont été prononcées en France parce qu'il n'y avait pas vraiment d'organisme de contrôle qui était là pour aller vérifier et faire ces contrôles. Maintenant, les choses vont changer. Et en 2025,
et notamment au 28 juin 2025, il y a ce qu'on appelle l'Accessibility Act au niveau européen. Donc c'est une directive européenne qui va rentrer en vigueur dans l'intégralité des pays membres de l'Union européenne et qui va venir concerner maintenant les entreprises privées qui ont un chiffre d'affaires d'au moins 2 millions d'euros et qui ont au moins 10 collaborateurs dans des secteurs comme le commerce électronique, notamment les sites e-commerce, dans le secteur de la banque, de l'investissement, mais aussi dans le secteur des transports, par exemple. Alors, ces obligations légales, elles se dégroupent en deux grandes parties. Première partie, les obligations déclaratives et les obligations de conformité. Les obligations déclaratives, c'est quoi? Vous devez, sur l'ensemble de vos services numériques, et quand je dis l'ensemble de vos services numériques, c'est l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire les sites internet ouverts à l'externe, mais aussi ceux à l'interne, parce que vous pouvez avoir des collaborateurs qui sont en situation de handicap, les extranets, les intranets, les applications mobiles, le mobilier urbain aussi est concerné. Vous devez afficher sur tous ces services numériques votre niveau d'accessibilité. Dans la réglementation, on a 3 niveaux: non conforme, partiellement conforme, totalement conforme, et ce niveau doit être affiché dès la page d'accueil du site. Et on le voit par usage, souvent ça figure au niveau du pied de page, vous savez, vous avez les liens, mention légale, contact, plan du site. Vous avez maintenant sur quasiment tous les sites de l'État et sur les sites des grands groupes, ces mentions non conformes, partiellement conformes, totalement conformes, même si on le voit, c'est encore malheureusement trop peu respecté. Une deuxième obligation légale, c'est celle de publier une déclaration d'accessibilité. C'est un document qui est normé par le gouvernement qu'on va venir vous délivrer suite à un audit et qui sera vraiment une preuve que vous avez entamé une démarche dans laquelle figurera votre niveau d'accessibilité et dans lequel figurera aussi l'intégralité des problèmes d'accessibilité qu'on a pu trouver. Ce document, il est important puisque, au-delà de répondre à un enjeu déclaratif et légal, ça permet aussi aux personnes en situation de handicap de pouvoir aller sur un site, de pouvoir en un clic accéder à cette déclaration d'accessibilité et de pouvoir se dire, ok, au vu des non-conformités, au vu des problèmes qui ont été listés, je sais déjà les problèmes auxquels je vais être confronté sur le site et donc on va pouvoir anticiper ce sujet. Et cette déclaration, elle est particulièrement importante puisque dedans doit aussi figurer un moyen de contact si une personne en situation de handicap se retrouve demain bloquée dans l'usage du site. Elle a du coup dans cette déclaration un moyen de vous contacter, de vous remonter le problème, et d'ailleurs vous avez une obligation de lui répondre dans un délai raisonnable en lui fournissant une solution alternative qui est accessible. Et troisième obligation légale, c'est celle de fournir un schéma pluriannuel de mise en accessibilité. Donc ça c'est vraiment pour le coup une spécificité française. Ce schéma, en quoi il consiste? Il consiste tout simplement en un document qui va décrire votre politique de mise en œuvre de l'accessibilité numérique au sein de votre organisation. Notamment, vous allez indiquer qui est votre référent accessibilité numérique, quelles sont les ressources humaines et budgétaires que vous allez mettre en œuvre, comment vous comptez prendre en compte l'accessibilité numérique dans les projets existants, dans les projets à venir, comment vous allez contrôler votre niveau d'accessibilité. Et d'ailleurs, ça va être décliné en plan d'action sur 3 ans. Et donc là, pareil, au-delà de juste répondre à un enjeu légal, c'est vraiment un vrai document qui est stratégique pour les entreprises, puisque d'ailleurs, ça va vous permettre aussi d'anticiper le sujet, de pouvoir sensibiliser à tous les niveaux et donc d'impliquer la direction de l'organisme dans cette logique d'accessibilité numérique et aussi de planifier budgétairement les différentes actions. Notamment puisque les déclarations d'accessibilité que vous devez publier, elles doivent être renouvelées tous les 3 ans. Donc, vous avez vu qu'il y a vraiment aussi une ligne budgétaire presque à créer si c'est pas déjà fait sur l'accessibilité numérique parce qu'il va y avoir aussi de la récurrence dans les audits qui vont devoir être effectués et aussi dans les formations des différents collaborateurs. Ça, c'est vraiment la partie déclarative qu'on va voir sur les sites internet. La deuxième obligation, c'est évidemment celle de la conformité, puisqu'il faut répondre aux exigences en matière d'accessibilité. Et la loi, elle dit très clairement, il faut fournir des services numériques accessibles. Et qui veut dire accessible dit répondre à 100% des critères du référentiel d'accessibilité. Et donc en France, le fameux RGAA sur les sites internet. Donc ça, évidemment, ça c'est l'enjeu légal. Après, nous, ce qu'on prône chez Ethic First, c'est vraiment le pragmatisme. C'est-à-dire qu'on sait que dans les grandes entreprises, les patrimoines numériques, ils sont souvent gigantesques, gargantuesques. Il faut évidemment prioriser tout ça. D'abord aller sur les sites à plus grande valeur ajoutée, souvent les sites externes. Et puis après, quand on a fait l'audit, qu'on a évalué, on va voir les problèmes et puis on va essayer de prioriser les problèmes, les plus bloquants, puis les majeurs. Qu'est-ce qui va permettre à l'utilisateur de se débloquer face à un usage du numérique qui actuellement n'est pas possible. Donc voilà pour les obligations légales. Petit focus sur l'ARCOM, donc je vous l'ai dit, qui est en charge de contrôler, mettre en demeure et de sanctionner.
Et les choses, elles bougent vraiment. À l'Arcom, ils ont recruté plusieurs personnes qui sont maintenant en charge exclusivement d'aller contrôler les problèmes d'accessibilité. On sait qu'en mars 2024, l'Arcom a déjà envoyé plus de 133 courriers à diverses administrations publiques. Et ces dernières semaines, on sait que ces courriers se multiplient et qu'ils sont maintenant aussi à destination de grands groupes privés. Donc évidemment, l'Arcom est plutôt dans une logique d'abord de sensibilisation, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer un courrier pour vous sensibiliser au sujet. S'il n'y a pas de réponse, il risque d'y avoir une mise en demeure, et si toujours pas de réponse, là on peut aller sur des sanctions qui sont graduelles. Ces sanctions, pour les acteurs publics, elles peuvent aller jusqu'à 25 000 euros pour un manquement aux obligations déclaratives, donc cette mention sur la page d'accueil, la déclaration, le schéma, qui peut être renouvelable tous les 6 mois en cas de persistance du manquement. Et l'Arcom est aussi en charge, sur le secteur public, de pouvoir sanctionner pour des défauts de conformité au référentiel d'accessibilité. Là, les sanctions, elles peuvent être jusqu'à 50 000 euros par service numérique renouvelable tous les 6 mois. Et ces sanctions de 25 000 euros et de 50 000 euros, en plus, elles sont cumulatives. Dans le secteur privé, et donc pour les grands groupes qui ont ce chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, l'Arcom est seulement en charge d'aller contrôler les obligations déclaratives. Et donc là, il peut y avoir des sanctions jusqu'à 25 000 euros. Il faut savoir aussi, pour donner un peu une idée de ce qui se passe au-delà de la France, évidemment, il y a une étude américaine qui est sortie il y a quelques semaines, une étude où ils ont interrogé 1000 décideurs de grands groupes privés américains. Et cette étude a révélé que 40% de ces décideurs, dans les 12 derniers mois, ont été confrontés à un problème juridique lié à l'accessibilité. Alors, en effet, les États-Unis, ils sont dans une culture du procès qui est très différente de la France, mais il faut savoir que voilà, les choses, elles bougent énormément aux États-Unis. En Europe, ça commence à arriver. On a des cas assez récents. Il y a quelques mois, en Espagne, la compagnie aérienne Vueling s'est pris une amende pour défaut d'accessibilité. Et puis là, tout dernièrement en France, il y a des associations de personnes malvoyantes qui ont intenté une action en justice, notamment pour, vous savez, ces solutions en ligne pour les parents d'élèves qui vont consulter les cahiers de texte, etc., pour défaut d'accessibilité. Et donc là, le tribunal a donné raison aux associations et a enjoint l'Arcom justement d'aller mettre en demeure et de sanctionner l'éditeur de ces solutions-là. Donc on le voit que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour contraindre de plus en plus, parce que malheureusement, la loi, dans la théorie, elle ne suffit pas à faire bouger les choses. Et en 2025, comme je vous l'ai indiqué, l'exigence sera de plus en plus importante dans différents secteurs qui sont listés juste ici. Et sachez aussi qu'il y aura des organismes de contrôle qui seront dédiés par secteur d'activité. Par exemple, dans le secteur du commerce électronique, donc notamment les sites e-commerce, ce sera la DGCCRF qui sera en charge des contrôles. Donc la DGCCRF, c'est la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes. Par exemple, dans le secteur des médias, ça sera l'Arcom qui sera en charge de sanctionner les défauts d'accessibilité. Dans les services bancaires, ça sera par exemple la Banque de France. Bref, il y aura vraiment des organismes de contrôle. Alors après, on ne connaît pas les plans d'action encore de chaque organisme de contrôle, mais on imagine bien qu'ils seront dans une logique comme l'Arcom d'abord de sensibilisation. Et sachez aussi que par exemple sur l'Arcom, ils s'appuient pas que sur les contrôles en interne, mais aussi sur les signalements faits par les utilisateurs. Parce que sur le site de l'Arcom, dans le formulaire de contact, on peut aller faire un signalement. Il y a un objet accessibilité RGA qui permet à n'importe qui d'aller faire un signalement pour défaut d'accessibilité. Par exemple, la DGCCRF ont déjà communiqué sur le fait qu'ils allaient s'appuyer sur la plateforme signalconso.gouv.fr pour aussi là recevoir les signalements des utilisateurs pour défaut d'accessibilité. Donc vraiment, on voit que les choses, elles bougent de plus en plus, et 2025, je pense, va être un vrai tournant dans la prise en compte, enfin, de l'accessibilité numérique. Pour vous donner un peu un état des lieux en France, il y a la Fédération des aveugles de France qui est assez militante sur le sujet, qui a réalisé une étude sur plus de 4000 sites, donc 4000 sites à la fois dans le secteur public, à la fois dans le secteur privé. En fait, cette étude, elle est assez accablante puisqu'elle révèle qu'il y a un peu plus de 4% des sites qui respectent l'intégralité des obligations déclaratives, c'est-à-dire à la fois la mention sur la page d'accueil, la déclaration et le schéma. Et que tout ça, en plus, est valide dans le temps. Vous voyez, 4% et demi, c'est-à-dire il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire, mais aussi beaucoup de sensibilisation, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne savent même pas qu'elles sont concernées depuis 2019. Et là, on a un chiffre encore beaucoup plus accablant, c'est celui du chiffre de l'obligation de conformité totale avec ce référentiel d'accessibilité, puisqu'il y a moins de 1% des sites qui se déclarent, en tout cas, comme étant totalement conformes avec le RGA.
Donc en effet, on pourrait se dire, bon bah finalement personne ne respecte rien, pourquoi je le respecterais moi? Alors déjà parce qu'évidemment il y a l'enjeu légal, mais surtout pensons à l'enjeu éthique et on verra derrière, il y a des opportunités derrière. Puisque globalement on le voit que c'est pas respecté, il y a certainement un tournant à prendre, des opportunités dans le fait d'être plus accessible demain qui va être aussi derrière un élément différenciant par rapport à des concurrents. Donc justement, ces opportunités, elles sont multiples. Il y a évidemment l'amélioration de l'image de marque, ça c'est indéniable. La prise en compte de l'inclusion dans la politique de l'entreprise, c'est quelque chose qui a de plus en plus d'impact, notamment dans les nouvelles générations. On le sait, les entreprises elles ont toutes des politiques RSE, et le S de RSE c'est pour sociétal, et dans le sociétal il y a le handicap. Et quand on pense à handicap, on pense seulement, malheureusement trop souvent, à l'aménagement des postes de travail, et c'est très bien, mais il faut aussi penser l'accessibilité dans le numérique. Donc je pense que demain, la non prise en compte de l'accessibilité numérique pourrait avoir un impact très négatif sur les images de marque. Il y a évidemment l'audience. Tout à l'heure, je vous l'ai expliqué par des chiffres. Il y a une quantité considérable d'utilisateurs qui se retrouvent aujourd'hui bloqués ou gênés dans l'usage du numérique. Et donc, rendre vos sites Internet, vos applications mobiles accessibles, c'est un élargissement du potentiel client. Et c'est évidemment aussi d'ailleurs un retour sur investissement. Et puis, on parle beaucoup aussi de numérique responsable. Et quand on pense à numérique responsable, malheureusement, on l'associe seulement à l'éco-conception, mais c'est une erreur puisque le numérique responsable, l'objectif, c'est de réduire la fracture environnementale, et donc l'éco-conception, mais aussi la fracture sociétale. Et donc, c'est aussi la prise en compte de l'accessibilité numérique. Et d'ailleurs, les deux vont ensemble. On l'a vu, nous, chez des clients. L'éco-conception, l'accessibilité numérique, quand on le fait ensemble, il y a des synergies énormes entre les deux, puisque l'éco-conception, on va aller vers des interfaces numériques qui sont plus simples, plus frugales et donc plus sobres. On va enlever un peu tout ce qui par exemple, tout ce qui est l'ordre des carousels, des sliders qui sont très consommateurs, et finalement rendre ces interfaces qui sont plus simples et plus frugales, et ben ça va permettre une meilleure aussi accessibilité, un meilleur usage pour tout le monde. Et puis dernier élément, c'est le référencement. On le sait, maintenant Google commence à prendre en compte l'accessibilité dans son moteur de recherche, et donc vous pouvez aussi vous garantir une meilleure indexation sur les moteurs de recherche avec une prise en compte de l'accessibilité numérique qui va provoquer une meilleure expérience utilisateur. Et puis là, maintenant que je vous ai dit tout ça, vous pouvez vous dire, oh là là, mais on est face à une montagne au niveau de mon organisation, comment je vais entamer la démarche? Là aussi, pas de panique, toujours ce mot-clé, le pragmatisme. Il faut d'abord identifier des sites pilotes, tout à l'heure j'en parlais, mais identifier les sites, les applications qui sont les plus utilisées, à la fois à l'interne, à la fois en externe, et commencer à lancer les premiers chantiers d'audit d'accessibilité. Ce ne sont pas des coûts qui sont faramineux, c'est quelques milliers d'euros. Et puis en plus, pour vous, il n'y a aucune mobilisation, c'est-à-dire qu'on va aller sur votre site, on va l'auditer, et c'est en toute autonomie. Et derrière, on va pouvoir vous fournir votre niveau d'accessibilité, on va pouvoir vous expliquer quels sont les problèmes qu'on a pu trouver. Et déjà, vous aurez une première évaluation de où vous en êtes sur le sujet. Est-ce que vous êtes bon, vous êtes plutôt moyen, vous êtes plutôt des bons élèves? Évidemment, on va vous encourager à rédiger votre fameux schéma pluriannuel, ça va vous forcer à cartographier un peu votre patrimoine numérique, à voir qui est formé, qui n'est pas formé, qui est mature ou pas sur le sujet, d'engager la direction et surtout vraiment de définir cette roadmap sur les 3 ans pour vraiment lancer le chantier. Puisque si on n'agit pas, en fait, on va laisser le sujet courir et ça, c'est dramatique. Et puis évidemment, une fois qu'on aura une vision claire de où j'en suis, quels sont mes premiers niveaux d'accessibilité, quels sont mes plans d'action, on va pouvoir déployer la démarche à grande échelle, former les collaborateurs, former les acteurs digitales, prévoir les roadmaps de remédiation, puisque une fois qu'on a fait l'évaluation, c'est bien, mais il faut corriger. Moi, souvent, l'analogie que je prends, c'est le contrôle technique. Vous savez, si vous avez une voiture, le contrôle technique, c'est tous les 2-3 ans. Et ben, nous, c'est pareil. La voiture, c'est votre site. On a le contrôle technique, on va venir checker les différents points d'accessibilité, on va vous dire ce qui est bon, ce qui est pas bon. Mais après, l'idée, c'est quand même de passer chez le garagiste et de faire les corrections sur le véhicule. Et donc, vous, c'est pareil. Suite à l'audit, il va falloir corriger les services numériques pour demain les rendre plus accessibles et répondre aux obligations légales et éthiques. Et donc, je vais finir par cette slide-là avant de redonner la main à Virginie. Voilà, justement, nous, chez Ethic First, notre métier, notre mission, c'est justement de rendre les services numériques accessibles. C'est vraiment notre expertise à travers à la fois des audits sur les sites web, sur les applications mobiles. On va vous accompagner dans la définition des échantillons des pages auditées, vous accompagner dans les différents livrables, la déclaration d'accessibilité, et puis vous accompagner dans les phases de remédiation, vous fournir toutes les recommandations techniques à mettre en œuvre et intervenir avec vous pour injecter notre expertise au moment clé à toutes les phases du projet pour que demain vos services numériques soient plus vertueux
et plus accessible. Virginie, je te laisse la main. C'est gentil. Écoute, c'était parfaitement clair, voilà, je pense, et en même temps, ça a ouvert plein de champs possibles de réflexion, je pense, pour les personnes qui étaient présentes ici. J'ai juste une question de Sébastien qui dit: dans le secteur public, quelle est la réglementation par rapport au privé? Mais il me semble que tu l'as présenté peut-être à la fin. Oui, tout à fait. Sur le secteur public, la réglementation est en place depuis 2005 et donc l'intégralité des services numériques sont concernés par les obligations déclaratives et les obligations de conformité. Bon, de toute façon, comme vous allez avoir la chance de pouvoir revoir ce webinaire et de récupérer les slides de Jérémy, comme ça vous pourrez aller rechercher les informations si vous n'avez pas tout enregistré. Donc effectivement, je vous le disais en introduction, Jérémy est notre expert, il nous accompagne très très régulièrement sur des projets de formation. Donc nous avons une très belle offre autour de l'accessibilité qui permet de répondre à peu près tous les métiers et tous les champs évoqués, que ce soit en UX, que ce soit en développement, que ce soit en gestion de projet, que ce soit en éditorial. Donc cette offre, vous la retrouvez. C'est Jérémy et ses équipes qui interviennent régulièrement chez nous sur ce sujet. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez prendre ça à bras-le-corps. 2025, ça arrive vite. Voilà, donc c'est bien que ce réveil de conscience soit suivi de gestes pour nous tous. En tout cas, Jérémy, voilà, vous allez voir la suite de l'offre. Il y a une petite sensibilisation d'une demi-journée qui est un format un peu plus complet de ce qu'on vient de vous faire là, voilà, mais qui est aussi une bonne entrée en matière de ce qu'est l'accessibilité numérique, peut-être pour le déployer auprès du plus grand nombre avant de rentrer dans des aspects plus fonctionnels. Eh bien, voilà, ça se terminera maintenant. Je regarde s'il y a quelques petites questions. Non, j'ai des merci. Merci. Voilà, donc Avec grand plaisir. Jérémy, merci à vous tous. Merci de votre présence. Merci beaucoup, Jérémy. C'était très bien, très clair. Donc, tout ce qu'on attendait. Parfait. Il y a peut-être une question de Julien qui est arrivée entre-temps. Ah, alors, Julien, qu'est-ce qu'il dit, Julien, entre-temps? Dans le cas d'une application Android, préconisez-vous d'utiliser le lecteur d'écran inclus dans Android, de coder une version audio guide dans l'appli? Alors, nous, quand on va faire des audits d'accessibilité sur les applications mobiles, on va vraiment tester avec le lecteur d'écran qui est intégré à Android, c'est-à-dire avec Talkback. Donc moi, je vous conseille évidemment de tester la restitution vocale avec le lecteur d'écran qui est intégré dans le Talkback. Et je vous encourage aussi à tester, comme j'indiquais, la connexion avec un clavier Bluetooth et de s'assurer qu'avec le clavier, avec la touche tabulation, on peut accéder aux différents boutons, aux différents liens de l'application. C'est très important pour les personnes qui ont des handicaps moteurs notamment. Merci Jérémy pour cette réponse. Plus d'autres questions? Explication très claire. Voilà, donc écoute, je pense que tu as apporté beaucoup de réponses sur ce sujet de l'accessibilité numérique. Merci, bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Bonne journée à tout le monde, au revoir. Au revoir.